Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois l'artiste Fénoz ici même en studio. Fénoz va passer une bonne partie de l'émission avec nous. Elle a un parcours intéressant, originaire d'Afrique. Elle vit en Allemagne, mais elle est ici avec nous en studio. Elle va nous parler de différentes problématiques de santé mentale et autres en Afrique et également de son cheminement. Alors j'ai bien hâte de vous la faire entendre dans quelques minutes. On a à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet que Pierre nous amène, la course à la perfection. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Et on commence en chanson avec Soul et la chanson s'intitule Comme. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. Je suis en compagnie de Fénoz. Bonjour Fénoz. Bonjour Yvan. Bienvenue en personne dans notre studio. On est bien content de t'accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici. T'es une personne de parole parce que tu nous as promis quand tu allais venir au Québec et à Montréal, tu allais justement venir nous voir à l'émission. Alors on va vraiment apprendre à te connaître. Tu vas rester avec nous pour l'émission parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à te demander. Bien sûr, en rapport à la santé mentale, en rapport à ton vécu. Tu es né à Ouagadougou. Oui. J'ai toujours aimé ce nom-là, d'ailleurs. C'est au Burkina Faso. Je trouve que ça se dit bien comme ville. Hein? Tu vis en Allemagne, tu as immigré en Allemagne. Parle-nous un petit peu de toi. Quand est-ce que tu as immigré? Est-ce que ça fait quand même plusieurs années? Oui, ça fait maintenant une douzaine d'années que je suis en Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne? Disons que c'est justement le choix de la folie de la jeunesse. C'était le choix de l'amour. En fait, je suis allé rejoindre mon copain qui était là-bas. Après mon baccalauréat, j'ai décidé d'aller rejoindre mon copain là-bas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si c'est une destination où il y a plusieurs Africains, je pense, qui vont immigrer en Allemagne. À l'occasion, j'entends des gens qui ont immigré. Je ne sais pas si c'est peut-être un pays qui est quand même intéressant pour immigrer, évidemment. Disons, pour immigrer, je dirais que en Europe, les pays qui sont plutôt choisis, c'est beaucoup plus la France, la Belgique. L'Allemagne vient après dans un troisième plan. Je dirais tout simplement à cause de la barrière de la langue. Parce que quand on est francophone, c'est plus simple d'aller dans un pays francophone que plutôt dans un... Tu es d'une origine évidemment francophone, tu as appris le français étant jeune, en plus de ta langue maternelle, c'est ça exactement. Tu as une histoire assez particulière. D'abord, tu es chanteuse, tu chantes, tu as fait beaucoup il y a beaucoup de disques. Il y en a un assez récemment que tu as publié, en fait, que tu as édité. C'est Baby, c'est le plus récent. Exactement. Est-ce que tu chantais déjà au Burkina Faso? Oui, j'ai commencé au Burkina Faso. Bon, il faut savoir déjà que quand j'étais jeune, en fait, je commençais à écrire mes premiers textes sous forme de poèmes quand j'étais au collège ou au lycée, comme on peut faire l'équivalent. Et ensuite, après, dans les soirées culturelles, j'ai commencé à faire mes petits pas en participant, en faisant d'abord... j'aimais beaucoup la danse, donc j'ai fait beaucoup de danse, là. Et ensuite, après, j'ai participé au playback soirée et tout. Et après, de fil à aiguille, je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer vraiment dans la musique, là? Et à l'âge de 15 ans, que je suis allée en studio pour faire mon premier enregistrement. Et donc voilà. C'est comme ça que ça... Et t'as toujours aimé en fait cette profession qui est pas facile d'être artiste. Exact. Il faut avoir des convictions, faut y croire et tout ça. Exact. Mais tu réussis quand même je pense, à tirer ton épingle du jeu dans ton domaine. En fait. Bon, maintenant, je dirais que ces derniers mois-ci, je commence à disons, avoir le fruit des efforts fournis depuis des années. Parce que, comme tu l'as dit, choisir en fait ce métier, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Il faut avoir avant tout, à mon avis, une passion qui est derrière tout ça, parce que, bon, je pense que les gens qui le font dans l'attente d'être célèbres ou autre chose, de gagner de l'argent, à un moment donné, ils désespèrent parce que c'est des illusions qu'on se fait en voyant peut-être les stars américaines qui nous font miroiter un certain côté de ce métier-là.
Donc, moi, je dirais c'est beaucoup la passion qui m'a fait tenir et surtout aussi le soutien de ma famille qui est vraiment mon premier support à 500%. Et donc, quand on a la famille qui est là et qui dit « Oui, vas-y, fais ça. Si c'est ce que tu aimes, nous, on est avec toi. » Donc, on se sent appuyé. Là. Voilà, on se sent appuyé et puis on ne peut qu'aller de l'avant, quoi. Comment tu qualifies ton style, ton type de chanson ou ton style? Comment tu pourrais l'appeler? En fait, c'est une question qui me fait toujours un peu sourire. Parce que moi, au fait, je me dis que dans la vie, on se met pas mal de barrières. Déjà, barrières de frontières, barrières d'ici, ainsi de suite. Et je me dis que dans la musique où on peut se sentir libre, pourquoi en fait se mettre une barrière? Si on veut forcément me caser quelque part, je dirais que ma musique a un fond de hip-hop. Ça part d'un fond de hip-hop, après ça s'évade dans tous les sens. Moi, je dirais j'ai un style à la fée. Autant que je touche le rap, autant je touche le jazz, autant aussi de la musique à connotation traditionnelle africaine. Ouais. Ou du slam ou complètement le moderne techno, trance ou de l'afrobeat. En fait, j'aime bien laisser mon inspiration s'envoler sans vouloir l'attraper ou le contrôler. Et puis, selon aussi la thématique que j'aborde, la direction musicale aussi s'oriente. Donc, c'est ça. C'est peut-être du phénose, simplement. Ben, voilà. C'est du toi. C'est du moi. C'est ça. Donc, évidemment, tu as vécu quand même des moments difficiles. On parle d'art, on parle de musique. Probablement que ça devient même un véhicule pour toi. Pour toucher les gens, pour peut-être passer des messages, parce qu'à quelque part, tu t'es un peu donné une mission de, entre autres, il y a ce qu'on remarque, ça fait quelques mois qu'on se connaît, mais je remarque beaucoup que tu milites d'une certaine façon contre l'excision, qui est un problème assez grave. Quand on s'est parlé au téléphone, on en parlait ensemble, mais j'aimerais quand même que tu me resitues, parce que je pense que ça se pratique encore, c'est une violence envers les jeunes filles. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'excision? Disons, en gros, déjà, pour revenir d'abord sur le fond de ma musique, je la prends déjà comme étant une autothérapie pour moi, parce que pour moi, c'est une voie de sortie, une voie de crier ce qu'on a au fond de soi, une voie de s'auto-guérir des mots qu'on a. Donc, vu que j'écris moi-même mes textes, c'est un bon moyen, en fait, pour moi de disons, extérioriser tout ce qui est au fond de moi. Maintenant, pour revenir sur le thème de l'excision, moi, j'ai malheureusement été victime de cela quand j'étais petite, mais c'était pas mes parents qui en étaient la cause. J'étais partie, en fait, en vacances au village pour voir ma grand-mère. Et quand on devait revenir de la fin des vacances, moi, j'ai préféré encore rester parce que j'aimais beaucoup l'ambiance et tout. Donc, mes parents m'ont laissé avec ma grand-mère. Mais disons, dans le temps passé, les gens du village se disaient l'enfant d'une personne, c'est l'enfant de tout le village. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait des décisions à prendre, alors un oncle de la famille pouvait se dire prendre une décision sans prouver le besoin, en fait, de demander l'avis des parents de l'enfant parce qu'il s'est dit c'est une décision qu'on prend pour le bien de l'enfant, alors on peut le faire. Donc, moi, vu que je suis restée là au village, j'étais assez petite et puis j'ai commencé la rentrée scolaire là-bas. J'étais quand même petite pour y aller, mais bon, pour le fun, on m'a laissé quand même y partir. Et c'est quand j'étais en fait en classe que mon oncle est venu m'enlever là-bas pour m'amener en fait à la cérémonie. Même ma grand-mère n'était même pas au courant, quoi. Et faut savoir que ça se fait sans anesthésie. À froid, là, c'est ça. Exactement. Donc, moi, c'est des choses aussi qu'on n'oublie pas, hein, parce que j'avais 5 ans. Et là, je me rappelle que j'arrive dans la cour, il y a plein de monde, il y a plein de petites filles, et puis j'entends beaucoup de pleurs. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe par là. Et t'es pas au courant, mais tu sens en fait que... Tu sens qu'il va se passer quelque chose, ou tu sens une tension. Là. Exactement. Ouais. Voilà, donc genre, on te met dans une file là, et tu attends. Après, quand tu entends les autres filles crier, tu sais que c'est pas quelque chose de bon qui t'attend là-bas. Non, quoi. c'est ça. C'est certain. Et j'imagine qu'il y a même des filles qui doivent en mourir, parce que c'est ça. Là. Oui, malheureusement, oui. Ça arrive pourtant. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'était que, il y en avait 3 femmes. Il y avait une là qui t'appuie de derrière.
pour que tu n'aies pas à te bousculer, là. Okay. Et tu as les 2 autres femmes, là, une tient chacune une jambe. Et maintenant, tu as l'exciseuse maintenant qui commet son acte. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment sans aucune anesthésie. Et donc moi, en fait, je me suis tellement débattue que j'ai eu des blessures, là. Et j'ai eu vraiment une forte hémorragie. J'étais vraiment pas loin d'y passer, quoi. Et après, quand ils ont vu les dégâts, il fallait qu'ils préviennent mes parents. Ouais. Et comment tes parents ont réagi? J'imagine qu'ils étaient assez bouleversés. Choqués. Ouais, ils étaient totalement choqués. Ouais. Donc ma mère elle est venue me chercher et puis on est rentré en vie. Mais pourquoi, juste pour les gens qui connaissent moi, puis je pense que c'est quelque chose qui se pratique encore, qui se pratique peut-être même dans certains pays plus que d'autres, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait une excision aux filles? Disons, il y a plusieurs choses qu'on entend. Il y en a qui disent, oui, la femme, elle est impure quand elle n'est pas excisée. Et si elle n'est pas excisée, alors en accouchant, si la tête du bébé touche le clitoris, alors le bébé va mourir. Ou le mari, il va devenir impuissant. Et donc, sur cette base-là, sans aucun fondement, les gens, en fait, ils le font à l'aveuglette. Et d'autres disent, une femme qui n'est pas excisée, elle est impure, elle va t'apporter beaucoup de malheur, tu ne seras pas heureux, alors pour le bien de toute la famille, tout ça, il faut alors que la femme soit excisée. Donc, il y a toutes sortes de croyances. Exactement, il y a toutes sortes de... Qui viennent de, je ne sais pas trop où, là. Il y a toutes sortes de délires là-dessus. Ouais. Mais voilà, après, les gens posés qui sont conscients de la chose, en fait, disent simplement, c'est les hommes, en fait, ils se disent qu'ils veulent contrôler la sexualité de la femme. Ouais. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est blâmer le clitoris parce que là, donc, eux, ils deviennent alors maîtres et ils peuvent, en fait, quand ils veulent avoir l'acte sexuel et tout ça. Et pas que ça soit le contraire, et pas que la femme, elle ait, disons, cette jouissance, et ainsi de suite, tout ça. Donc, en fait, le fond de la chose, en fait, c'est là. Ouais. Est-ce que Fénose, donc, est-ce qu'on s'en remet psychologiquement? Parce qu'on parle quand même de problèmes, en fait, au niveau des émotions. C'est pas facile à vivre. Est-ce que tu pourrais dire que tu as fait la paix avec ça? Ou si tu as encore des périodes où tu te dis, mais pourquoi j'ai vécu ça? Je dirais qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait la paix à 98% avec ça, mais c'est vraiment des séries d'étapes que j'ai fait. Et ce qui m'a beaucoup aidé vraiment à aller vraiment dans le pas de l'avant de la paix avec moi-même, c'est l'opération de la reconstruction du clitoris. Ça peut se faire, c'est quelque chose qui se fait. Voilà, ça se fait. Moi, je suis allé le faire au Burkina Faso. J'ai dû aller le faire au Burkina Faso parce que en Allemagne, vu que c'est pas une thématique qui est allemande, ils la classent dans la beauté chirurgique. Et dans ce cas, l'assurance maladie ne le prend pas en charge. Et puis, ça coûte très, 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 très cher. Et ça me coûtait alors moins cher de le faire au Burkina. Est-ce que tu peux dire aussi que tu pourrais dénoncer autant si tu étais resté en Afrique? Aussi, le fait que tu es ailleurs, est-ce que ça te permet d'être plus libre pour dénoncer cette pratique-là? Moi, je dirais que moi, particulièrement, j'ai pas cette peur-là parce que déjà, au Burkina, j'en parlais. Quand j'ai fait mon premier album là, c'est vrai que je l'ai pas lancé quand j'étais au Burkina, mais j'avais enregistré des chansons là-dessus. Mais quand j'avais l'occasion de parler de ça, j'en parlais. Donc pour moi, ça ne sera pas une limite pour... Si je repartais par exemple vivre au Burkina, je vais continuer toujours de militer pour une fin de l'excision. Maintenant, je sais que, par exemple, je connais chez des amis qui vivent, par exemple, au Mali, où c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, au Mali, la situation est inverse, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont même pour l'excision. C'est fou. Et donc, on doit se battre en plus avec ces femmes-là. C'est très difficile. Oui, écoute, Fénose, je veux que tu restes avec nous. C'est très, très intéressant. On a beaucoup de questions à te poser, entre autres sur la santé mentale. Il y a plusieurs choses. C'est vraiment fort agréable de te recevoir. Reste avec nous, puis on se reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Avec plaisir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le bloc Espresso. Donc, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Le sujet que tu nous amènes, Pierre, c'est la course à la perfection.
Oui, selon un article sur Internet qui s'appelle « Quand la course à la perfection fait craquer les parents », ou si vous voulez, le sujet du burn-out parental, qui est très à la mode depuis quelques années. C'est un article écrit par Mme Catherine Dubé, qui est reporter et auteure. Elle nous dit en commençant, de plus en plus de parents vivent une pression si forte pour être parfaits qu'ils finissent par sombrer dans un état semblable à un épuisement professionnel. Un mal qui a désormais un nom, le burn-out parental. La fatigue et la détresse se sont installées insidieusement le samedi matin dès qu'elle ouvrait l'œil. Audrey, une avocate montréalaise dans la trentaine, mère de 3 jeunes enfants, ne pensait qu'à la montagne de tâches qui l'attendait. Laver les vêtements, cuisiner des repas pour la semaine, faire le ménage, aller reconduire les enfants à leurs cours de karaté et de natation, aider sa fille à terminer un travail scolaire. Elle aurait bien pu s'amuser avec eux pendant cette journée de congé, mais elle n'en avait ni la force, ni le temps, ni même l'envie. Pierre, oui. Est-ce que c'est la course à la perfection ou c'est de la surobligation? C'est une nuance, là, mais des fois, on se crée peut-être cette obligation-là. Oui, moi, j'appelle ça être sûr de trop d'obligations que juste être parfait. Il faut se laisser des trous, des fois, faut laisser les enfants, comme on dit, aller jouer dehors. Exactement. Alors, Audrey, elle avait passé la semaine à préparer des lunchs nutritifs et à superviser les devoirs. Elle s'était même envoyé des courriels au bureau au beau milieu de la nuit pour ne pas oublier de prendre rendez-vous avec le pédiatre ou le coiffeur. Audrey nous dit « Certains matins, je me mettais en petite boule et je pleurais à cause du poids que tout ça représentait. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Épuisée, à bout, confiait-elle dans un resto situé tout près de son bureau dans l'une des tours du centre-ville de Montréal. Cette avocate nous a demandé de ne pas publier son véritable nom de peur d'être reconnue par ses collègues. Elle dit « L'image que je veux qu'ils aient de moi, c'est que je suis capable de travailler et d'élever ma famille, de m'occuper de tout. » Aujourd'hui, elle a délégué la majorité des tâches domestiques à son conjoint. Et les crises d'anxiété qu'elle a appris à gérer n'empoisonnent plus sa vie comme il y a 4 ans. Toi, tu sais un peu de c'est quoi avoir une famille vivante. Mais ce que je remarque aussi... T'as 3 enfants. Oui. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont en détresse. Tu sais, quand on écoute son histoire, là, on pourrait pas croire qu'une professionnelle qui va au centre-ville, qui a probablement l'air toujours en pleine forme, mais elle vit une détresse incroyable à l'intérieur. C'est ça qui me fascine un peu. Là. Je pense que dans le monde moderne, les parents sont pas... Ils n'ont pas nécessairement un très grand, ce qu'on appelle entourage social pour les aider. Là, dire, mais ça existe, tu vas voir, Ghislain, tu vas voir. Le rôle, des fois, c'est... On peut des fois critiquer les grands-parents, mais des fois, ils allègent puis ils aident beaucoup. Oui, souvent, c'est sûr. Alors, pour revenir à notre amie Audrey, ses enfants, maintenant âgés de 14, 10 et 9 ans, demeurent sa principale source de stress. Elle dit « Le travail est mon échappatoire. C'est là que je me sens bien. » Performante et utile. Quand je mets les pieds dans la maison, je sens tout le poids d'être une maman se déposer sur mes épaules. On veut le meilleur pour nos enfants, être la mère parfaite. Il y a des gens à dire que la vie domestique, c'est pas conçu pour eux autres. Ça je dirais, bien humblement, je trouve que c'est la première erreur. Ça. Si la personne se dit « je dois être la mère parfaite », en partant, il y a un gros problème, à mon avis. Je dois m'avouer que domestiquement, je suis pas un champion, puis je l'ai jamais été, puis j'aime pas la maison, puis je le dis, mais je suis pas sûr que c'est toujours que les gens comprennent. Je suis pas un génie du domestique. Alors, je poursuis l'article. Être parent s'accompagne désormais d'une longue liste d'expériences. Il faut non seulement répondre aux besoins de base de l'enfant, mais aussi s'assurer qu'il s'épanouit et se développe ses dons et ses aptitudes à leur plein potentiel. C'est écrit noir sur blanc dans la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée en 1989 par les Nations unies. Même les parents qui ne l'ont pas lu ne peuvent échapper au bombardement de conseils d'experts en ligne dans les magazines et dans les émissions de télé. Les images de familles parfaites qui défilent sur Facebook et Instagram ajoutent encore à la pression sociale. Cette situation toucherait de 5 à 7 % des parents, selon Moira Nicolas
Jézac et Isabelle Roskam, qui sont professeurs de psychologie à l'Université de Louvain en Belgique. C'est sans compter tous ceux qui ont déjà un pied sur cette pente glissante. Parmi les parents québécois de jeunes enfants, 23% affirment que leur rôle parental est source de stress et d'anxiété et 31% disent qu'il est difficile pour eux de savoir s'ils agissent correctement ou non. Selon l'enquête québécoise sur l'expérience de parents d'enfants de 0 à 5 ans, une vaste étude menée en 2015 auprès de 15 000 parents par l'Institut de la statistique du Québec. Autre donnée préoccupante, 17% considèrent qu'ils obtiennent rarement du soutien de leur entourage lorsqu'ils n'en peuvent plus et 7% disent même ne jamais en obtenir, ce qui représenterait pas moins de 48 000 parents en détresse à l'échelle du Québec. Alors, je m'arrête ici et on va poursuivre un peu plus tard. Oui, c'est intéressant de se poser la question, mais effectivement, il y a en tout cas, on va sûrement échanger là-dessus en deuxième partie. Il y a vraiment de la pression qu'on on va s'auto-mettre ça là, sur notre dos, mais ouais. On va poursuivre évidemment un peu plus tard à l'émission, donc sur la course à la perfection. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec notre invité Fénose. À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet, la course à la perfection. Vous entendrez aussi en chanson L'amour à la manière des anges de Mara Tremblay et Naufrage, un jeu de redis du groupe Of Course. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. À Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Bien, toujours en compagnie de notre invité Fénose. Fénose, c'est fort agréable de t'avoir avec nous pour l'émission. En fait, t'es resté avec nous, puis on va continuer ensemble la discussion. Tu es chanteuse, tu composes, t'interprètes évidemment. Oui. Donc, il y a beaucoup dans tes albums, il y a beaucoup de sujets. Tu parlais que tu avais fait une chanson justement sur l'excision, qu'on a déjà fait tourner là, à notre émission. Les sujets sociaux t'intéressent, les sujets de santé aussi. Oui. Parce que quand on parle santé mentale aussi, tu connais bien l'Afrique, tu viens du Burkina Faso. Oui. Comment tu pourrais décrire la santé mentale en Afrique? La santé mentale en Afrique, je dirais que c'est un sujet qui est tabou, mais en même temps, c'est un sujet quotidien de tous les jours parce que les personnes qui sont atteintes de folie, comme on a couramment l'habitude de le dire en général, on les voit dans la rue, ils font partie de la vie sociale. C'est pas comme en Europe, en Occident, ici au Canada, où ils sont cloisonnés, fermés dans des maisons spéciales pour en prendre soin. Déjà que disons que le milieu de la santé en Afrique, c'est pas le top non plus. Et alors ceux qui sont atteints de folie sont malheureusement relayés. Je pense que limite on n'y pense pas trop, quoi. Mm-hmm. Mais aussi ça fait cet effet, je pense à mon avis, que du fait que ces personnes-là sont
incluses dans la vie sociale. Ça fait qu'il n'y a pas cette exclusion, cette solitude au fait profond que moi je remarque ici. Et vu aussi que j'ai eu à fréquenter aussi le milieu médical, quand je vois en fait ces personnes qui sont enfermées, qui n'ont limite aucun contact social, parce que la plupart du temps, les familles les abandonnent aussi. Alors, leur seul contact humain, c'est avec le corps médical. On les bombarde tout le temps de produits antidépressifs ou antidépresseurs. Ça produit des effets secondaires tellement désagréables qu'on a l'impression de voir des personnes sans âme qui sont représentées physiquement, mais l'esprit n'est plus du tout là. Et c'est tellement triste de voir ça parce que après, ce sont des personnes qui meurent à petit feu. Et comme on dénature un peu les personnes, dans le fond, ce sont plus elles-mêmes. Là, exactement. Et puis, c'est triste de dire ça, mais après, ils ne représentent plus rien pour personne parce que même le corps médical, ils les prennent plus en compte. Ils ont des patients qui sont là, qu'ils ont presque abandonnés, mais ils font leurs expériences de temps en temps pour voir comment tel médicament ou tel médicament va fonctionner. Et je trouve que en fait, les humains perdent de l'humanité au fil du temps, j'ai l'impression. Alors que moi, je me dis que la solution dans tout ça, peut-être que les gens trouveront que c'est utopique, mais c'est l'amour, en fait. Et donner de l'amour, ça soigne à 60% déjà, parce que quand on donne, on reçoit, et ça donne de l'adrénaline positive qui est là, et tous les miracles sont possibles à la base de l'amour. Et ça prévient peut-être aussi. Hein? C'est un bon remède, si on veut, naturel pour prévenir les problèmes de santé mentale. Exactement. Et moi, je me dis, je suis une personne, en fait, qui cherche beaucoup dans la spiritualité et j'essaie de me connaître de jour en jour un peu plus mieux. Et j'ai appris une chose que le monde, en fait, on est dans un espace de l'univers, de la Terre, là, où on a tout à notre disposition. Que quand, en fait, on apprend à écouter la nature et à respecter la nature, et aussi on apprend à prendre le calme en soi, à s'écouter soi-même, à écouter notre organisme, on a des signaux qui nous sont parfois envoyés, en fait, qui nous aident à éviter des dangers, à éviter pas mal de choses. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, je me lève ce matin et puis je veux prendre un café avec du lait. Et quand je pense au lait, j'ai un petit problème. En fait, je sens que mon ventre se concentre un peu. Je sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dit non, on veut pas de lait. Et quand je me dis non, finalement, je laisse tomber le lait. C'est bon. Mais quand j'insiste que je prends le lait, après, je me sens mal. Voilà, je me sens mal. On a tous effectivement, on a tous. Il faut s'écouter, c'est ça. Exactement. Même quand les gens, souvent, ils sentent qu'ils sont sur le bord de l'épuisement, ils vont continuer plutôt que de se reposer. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, exactement. Oui, il faut s'écouter. Oui, et c'est des petits trucs de rien du tout. Et quand on le fait, ça aide, quoi. Ouais. Donc, alors qu'actuellement, on est dans une génération où tout part vite, on ne prend plus le temps de faire attention à quoi que ce soit. On est tous sur nos smartphones. Tout le reste, on ignore complètement. Ce qui est édifiant, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans un monde où on est lié, où tout est créé pour faciliter la communication. Ça devient une non-communication parce que finalement, les humains, en fait, ils apprennent maintenant à communiquer par interface, par les réseaux sociaux, par le téléphone portable, mais les humains ne savent plus se parler en vrai. Même pour se donner rendez-vous, pour se voir en vrai, pour prendre un café, mon Dieu, ça peut prendre 6 mois. Alors que le bon vieux téléphone, on disait, es-tu libre? Voilà, c'est ça que je trouve triste, quoi. Oui, effectivement. Et parfois, ce qui est édifiant, même quand l'occasion se crée de se voir pour manger, pour prendre du bon temps ensemble, qu'est-ce qui se passe? Alors, on se dit bonjour, 5 minutes après, la conversation est finie. Et tout de suite, chacun est sur son smartphone
à regarder. Ça doit changer, ça. C'est ça doit changer. On doit changer ça, là. On doit changer ça parce qu'on devient tellement esclave de tout ça. Et donc, il y a des bonnes choses, bien sûr, il y a du positif, mais il faudrait qu'on sache, en fait, limiter tout ça et puis chercher le côté social, le contact direct. Je pense que ça va beaucoup aider, quoi. Parle-nous donc, Fénoz, justement, de dépression. Tu as une de tes chansons sur un des albums. C'est pas le plus récent, c'est un autre album sur lequel... Ça, c'est le deuxième qui s'appelle Albinos. Oui. Voilà, j'ai une chanson que j'ai consacrée en fait à la dépression. Et ça a une profonde histoire. Disons que j'ai fait d'une pierre plusieurs coups. Déjà, je suis partie déjà à la base de par moi-même parce que déjà, quand je pense que toutes les femmes qui sont victimes de l'excision ont une fois dans leur vie, en tout cas, sont passées par une période de dépression. Parce que après, quand tu découvres ce que c'est et que maintenant tu commences à te regarder différemment, t'aimerais en fait savoir en fait comment les autres sont composés et comment toi t'es. Et donc après dans la tête ça commence à travailler. Tu te dis alors je suis pas complète, je suis pas ainsi. Alors je suis pas une femme normale. Et après tu commences à réfléchir tellement dessus que tu déprimes et en déprimant, tu creuses le trou où de la déprime, tu rentres vraiment dans une dépression où tu commences à ne plus t'apprécier, où tu commences à vraiment limite ne plus vouloir voir ton image. Et ça, je suis passée par toute cette période. Ça, c'était plus, j'imagine, à l'âge fin adolescence, quoi, ou quand tu commences à être un peu plus jeune adulte? Oui, exactement. Genre, c'était, 17, 18 ans, par là. Tu te remets en question, puis tu déprimes, évidemment, parce que tu te dis, il y a quelque chose qu'on m'a enlevé de force, puis c'est ça, là. Ouais, et là, ça fait mal, quoi. Et ensuite, après... Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Est-ce que justement, c'est peut-être ton exutoire, d'une certaine façon, la musique et l'art que tu fais? J'ai vraiment cette chance que j'ai la musique. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est de l'autothérapie. Ouais. Donc, j'écris beaucoup. Donc, quand j'ai des choses qui sont là, j'écris pour pouvoir me libérer parce que forcément, tu n'as pas envie de parler à d'autres personnes parce que tu te dis qu'on ne va pas te comprendre ou les gens ne savent pas aussi prendre le temps d'écouter ou tout simplement, tu as envie de parler à personne, mais tu veux te parler à soi-même. Et donc, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir m'extérioriser par l'écriture et par la musique. Et ensuite, concernant le sujet de l'excision, l'autre pas que j'ai fait de faire cette opération de la reconstruction du clitoris, là, quand je l'ai fait, c'était pour moi vraiment comme une renaissance. D'abord déjà, mais pour faire l'opération là, c'était beaucoup de questions que je me posais parce que après tu as peur d'affronter cette douleur que tu as eue. Bon, t'as peur que ça ressurgisse peut-être exactement. Ouais. Et c'est clair que on va pas dire que c'est sans douleur, mais c'est pour la bonne cause. Et donc là, après l'opération, tu as quelques jours où tu peux pas bien marcher et puis toute les toilettes qu'il faut faire avec tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais après, quand tout ça a commencé à cicatriser et que j'ai commencé à me regarder, je me suis dit maintenant je n'aurais pas besoin de fournir des explications ou quoi. Je me sens déjà moi-même, je me suis sentie étant une nouvelle personne. Donc psychologiquement psychologiquement, ça m'a fait vraiment... Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait un grand bien. Parce que là, je me suis sentie renaître et je me suis sentie femme et je me suis dit, voilà, alors... Et moi, je conseille à toutes les femmes qui hésitent, qui ont peur de réaffronter cette douleur-là, en fait, que de se mettre ça d'un autre côté de la tête parce que vraiment, ça vaut le coup de le faire. C'est juste un peu douloureux. On n'est pas dans la même douleur comparative à l'acte qu'on a eu. Et ça nous aide à aller de l'avant. Il reste peut-être une couple de minutes, Fénoz, justement, c'est fort agréable, mais j'aimerais savoir aussi comment les gens peuvent aider. Tu sais, ton combat, on en parlait dans le premier bloc, d'essayer de sensibiliser les gens pour que l'excision cesse. Donc, comment on peut aider? Tu sais, je veux dire, nous, on est concernés aussi, là. Je veux dire, même si ici en Amérique du Nord, je pense que ça se fait moins, mais on est tous concernés comme êtres humains, là. Donc, comment on peut aider? Comment on peut aider? Déjà, la sensibilisation, c'est vraiment le premier moyen, en fait, pour aider.
Donc, on sensibilise jamais assez. D'en parler. Voilà, en parler. Ce qu'on fait maintenant. Exactement. C'est-à-dire utiliser toutes les possibilités de pouvoir toucher du monde. Donc, ça veut dire investir le temps et les moyens financiers possibles pour aller à la rencontre de la population, prendre le temps de leur expliquer et tout. Et moi, dans ce sens-là, j'ai rencontré une photographe allemande l'an passé avec qui il y a eu un slash là, et je me suis dit, avec elle, je pense que je peux faire un projet. Un bon déclic. Voilà. Là, vous avez cliqué, en fait. Exactement, on a cliqué. Et puis, du coup, je lui ai parlé si ça l'intéressait, en fait, qu'on s'associe pour un projet humanitaire dans la lutte contre la pratique de l'excision. Elle a dit tout à fait d'accord, qu'elle voulait s'engager, et puis, voilà, ça fait la bonne occasion. Et normalement, on planifie pour d'ici quelque temps pouvoir en fait ensemble aller au Burkina Faso et faire une série de reportages photos. C'est-à-dire aller aussi au village où j'ai été victime de ça et puis voir comment ça a progressé. Et après, questionner les gens de la ville, les artistes, les acteurs sociaux et les gens qui peuvent changer des choses, le gouvernement et tout ça. Et comme je l'ai dit, tout ça, c'est dans cette option de sensibilisation et c'est avec ça qu'on peut faire changer les mentalités. En terminant, Fénos, c'est très agréable de t'avoir avec nous. Comment on peut savoir tout sur toi, sur tes albums, sur tes spectacles, sur ton engagement social? Comment on peut te joindre sur le web, j'imagine? Sur le web, voilà, déjà, j'ai un site web, là, c'est le www.fenos, ça s'écrit FEENOSE.com. Et ensuite, après, pour là, c'est une porte, on peut aller partout. Voilà, exactement. C'est-à-dire ceux qui sont actifs sur Facebook, ils me trouveront parce que je suis très active là-bas. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. T'es vraiment quelqu'un de parole. Je le disais tout à l'heure, tu nous avais dit ça au téléphone il y a un certain temps. Tu étais ici en studio. Je te remercie vraiment. Et puis, bonne continuation avec tous tes projets. Merci beaucoup, Ivan. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler parce que pour moi, ça a été encore une occasion de sensibiliser pas mal de cœurs. Et j'espère que les gens vont être ouverts à l'amour, distribuer de l'amour autour de nous. Parce que comme je le dis toujours, c'est avec l'amour qu'on va guérir le monde de tous ces maux. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Ivan. Au revoir. Merci, Pierre, aussi. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, la course à la perfection, un sujet qui nous a fait finalement un peu réagir, Pierre, tout à l'heure dans l'émission. On poursuit sur le même sujet. Oui, c'est un article écrit par Mme Catherine Dubé, qui est reporter et auteure. Et l'article s'appelle « Quand la course à la perfection fait craquer les parents ». Vous allez le trouver sur le web. Alors, je continue l'article. À l'heure actuelle, beaucoup plus de femmes que d'hommes souffrent d'épuisement parental, note Carl Lacharité, qui est professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On appelle ça la charge mentale. Tu peux l'appeler comme ça. C'est comme ça que le terme est défini. Ouais. Alors, ce psychologue a mené une étude auprès d'une centaine de parents qui ont discuté en groupe de leur rôle dans le cadre de l'initiative Perspective Parents, lancée par Avenir Enfants, un organisme issu d'un partenariat entre le gouvernement québécois et la Fondation Lucie et André Chagnon, et à laquelle l'Institut de la statistique du Québec a également collaboré. Les femmes sentent une pression sociale beaucoup plus grande que les hommes et elles s'investissent davantage dans la relation avec l'enfant. Cette différence tend cependant à se menuiser au fur et à mesure que la définition de la paternité change. Ou peut-être qu'on sait mieux, comme on dit, grader les événements. Peut-être aussi, mais... On s'énerve moins quand c'est pas nécessaire. Mais les hommes se sont plus impliqués, je dirais. Ça change la donne. C'est ça qu'on nous dit ici. On nous dit les pères d'aujourd'hui veulent être présents à s'engager auprès de leurs enfants sans pour autant avoir abandonné la vision du pourvoyeur qui travaille fort pour assurer le confort matériel de sa famille. Deux visions pas toujours faciles à concilier. Maintenant... Dans les premiers stades de l'épuisement, le soutien moral d'autres parents constitue en effet une partie de la solution, souligne M. Lacharité. Plus encore que l'intervention d'un professionnel comme un psy ou un travailleur social. Tu parlais tantôt, Ghislain, des grands-parents.
aussi qui peuvent fournir de l'aide. Ben, c'est pas juste de l'aide de t'écouter, c'est de l'aide de te comment on dit? De donner un break. Là. Oui, c'est ça, j'allais carrément. dire, de donner un peu de répit. Du répit, c'est ça, de prendre un peu de la charge. Puis, un souper, un restaurant un vendredi soir ou un film un samedi soir, c'est pas une punition. Et même dans le quotidien, ça aide beaucoup. Comme on entend souvent les parents qui courent sans arrêt, mais ça peut beaucoup aider. Oui. Alors, je poursuis la lecture. Les parents qui se mettent de la pression ont déjà tendance à se placer sous le regard des professionnels qui arrivent chacun avec leur grille d'analyse de ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui isole le parent encore plus. Dans certains cas, l'aide d'un professionnel est nécessaire, mais il ne faut pas que la solution soit centrée autour de ça. Ces parents débordés ont surtout besoin de se rendre compte qu'ils en font déjà beaucoup. Et pour cela, rien de mieux que de parler avec d'autres parents. Est-ce que c'est devenu aussi un problème que les gens font trop de micro-gestion, tous les petits détails, au lieu d'en faire de la... On appelle la macro-gestion, tu vois pas, comme on dit, le grand portrait. C'est un anglicisme que je dis vouloir être parfait, c'est un peu ça aussi. C'est aller peut-être trop dans les détails. Ouais. Carl Lacharité a contribué à la fondation de la Maison des familles Chemin du Roi à Trois-Rivières, qui offre des cafés-rencontres, des activités familiales, dont certaines spécialement destinées aux pères, et une série d'ateliers intitulés, tenez-vous bien, YAP, Y-A-P-P, qui veut dire « Il n'y a personne de parfait ». Autant d'occasions de discuter avec d'autres parents aux prises avec des défis semblables. Des centaines de maisons de la famille font de même au Québec. Souvent, les parents vont sortir de ces activités en se disant « Je ne suis pas si pire finalement ». Et s'ils ont de réelles difficultés, ils peuvent au moins se dire qu'ils ne sont pas seuls. Comme société, on se préoccupe beaucoup des enfants, mais il faut aussi se préoccuper des parents. Dit M. Lacharité. Oui, on a peut-être oublié un concept très basique, c'est que les enfants ont besoin de ne pas être supervisés non plus tout le temps par les parents. Il faut leur donner du lustre. Oui, laisser aller jouer dehors parce que ça permet de régler leurs conflits par eux-mêmes. Des fois, ça va comme s'annuler. Leur force ensemble va comme faire en sorte qu'ils vont gérer eux-mêmes. C'est important qu'ils apprennent à régler un conflit par eux-mêmes et pas avoir un parent ou quelqu'un qui est tout le temps en train de... être collé à leur basket. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, je poursuis la lecture de l'article de Mme Dubé. Redorer l'image que l'on a de soi est essentiel pour retrouver son équilibre. Le simple fait de relever nos bons coups et de demander aux enfants de nous dire les moments qu'ils apprécient à notre compagnie donne des résultats étonnants. Obtenir la collaboration de l'autre parent, même lorsqu'on est séparé, s'avère aussi nécessaire. Pour les plus à bout, du repos en bonne et due forme sera salutaire. C'est pourquoi l'organisme Le Petit Répit à Québec propose des services de soutien à domicile. Et je vais donner tout de suite les numéros de téléphone. Je parlais tantôt de la Maison des familles Chemin du Roi. C'est à Trois-Rivières. C'est au 819-693-76-65. Vous trouverez ça sur l'Internet. Le Petit Répit, c'est à Québec. C'est un soutien à domicile pour les familles avec enfants de 0 à 17 ans. C'est au 418-525-0858. Et dans la région de Montréal, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs organismes de soutien parental. Vous allez sur l'Internet et vous allez en trouver plusieurs. On peut chercher justement peut-être de l'aide aux parents. Comment on chercherait ça à ce moment-là? Soutien parental. Soutien parental, tout simplement. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet La course à la perfection. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. En conclusion de cette émission de Folie douce, on a écouté plusieurs chansons et on va y aller avec la nomenclature, Ghislain. Oui. Alors, en début d'émission, on a écouté la chanson Comme. Oui, du chanteur belge Soul. On a pu entendre Models. De Busty and the Bass. Dans la deuxième demi, on a écouté L'amour à la manière des anges. De Mara Tremblay. Et à l'instant, Naufrage, un jeu de redis. Avec du groupe Of Course, avec OF. Ouais, comme l'expression Of Course, dans ce sens-là. Merci beaucoup, Ghislain, pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci, Pierre, pour la musique
mise en onde. Bienvenue. Merci à notre invité aussi qui a été généreuse de sa présence, donc de passage à nos studios. Une personne donc, qui se promène un petit peu à travers le monde, Fénoz, qui nous a parlé de beaucoup de sujets. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres à l'émission. On a eu à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet la course à la perfection. Donc, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Merci à Ghislain, merci à Pierre et merci à vous tous qui nous écoutez. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine. Au revoir. Bop